Dans le passé, on ne savait pas se soigner et les gens vivaient bien moins longtemps. En Chine, on inventa l'acupuncture, le traitement par petites aiguilles. À Babylone, on consultait les astres. En Égypte, les médecins étaient des prêtres. La médecine scientifique va voir le jour en Grèce ancienne. Son représentant le plus brillant sera Hippocrate, qui va fonder sur l'île de Kos un hôpital et une école de médecine. Tu as trop mangé et tes humeurs sont en déséquilibre. Je peux te soigner, mais tu dois suivre mes prescriptions. Il faut d'abord te purger. Bois ce mélange d'eau, de miel et de vinaigre, puis pendant 3 jours, tu consommeras ce bouillon léger. Ainsi, ton corps ne va ni se déshydrater, ni s'alourdir. Je vais maintenant te saigner un peu pour éliminer la bile noire de ton sang. Mes enfants, vous avez choisi d'exercer la médecine, la plus noble des professions. Maintenant, chacun d'entre vous va prêter serment. Ariston, je jure par Apollon que selon mes forces et ma capacité, je remplirai l'engagement suivant. Je soignerai les malades à leur avantage, selon mon jugement, et m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. Ce qu'un malade pourra me révéler restera un secret. J'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté dans quelque maison que j'entre. Jusqu'à nos jours, quelques 25 siècles plus tard, ce serment est prononcé par les médecins. La science de nos jours permet de connaître beaucoup plus de choses. Mais les grands préceptes d'Hippocrate restent valables jusqu'aujourd'hui. La fièvre continue. Nos remèdes sont sans effet, Marc Aurèle. Nous ne savons que faire pour te guérir, ô empereur. Bande d'incompétents. Marcus, trouve-moi un autre médecin. J'ai entendu parler d'un médecin venant de Pergame. Il s'appelle Galien. Nous n'avons rien. D'après ce que je sais, il a été bon qu'à soigner des gladiateurs. Pourtant, on m'a dit qu'il avait du talent. Fais-le venir. Alors, Galien, tu ne prends pas mon pouls? Nul besoin, je sais ce que tu as et ce qui peut te guérir. C'est tout, c'est un fou, oui. Alors, Galien, parle. Tu as tout simplement trop mangé et mal mangé. Si tu étais un homme ordinaire, je te donnerais à boire un vin avec du poivre. Mais tu es un empereur. Alors? On va te mettre un emplâtre sur l'estomac. Ça te soulagera un petit peu. Galien va devenir riche et célèbre. Ses études lui permettent de découvrir le système nerveux et le cerveau. Pour lui, le siège de l'âme. Alors que le foie est le réservoir où les aliments se transforment en sang. Les innombrables traités de médecine qu'il écrit vont servir de référence pour plus de 1000 ans. Pendant les siècles qui suivent, de grandes épidémies vont s'abattre sur l'humanité. La plus mortelle va arriver en Europe au XIVe siècle. Les hommes sont malades. Il y en a qui sont tout noirs. Ils ont comme des grosses boules partout. Il y en a qui peuvent plus bouger. On n'a plus assez d'hommes pour prendre la ville. On s'en va. Oui, mais avant, on va leur laisser un souvenir. Tu vas voir. Vous deux, venez par ici. Mettez ces corps sur des catapultes et balancez-les dans la cité. C'est horrible. C'est la peste. La peste noire. Oh! Il faut fuir. Vite, fuyons, fuyons. Allez. Quelques semaines plus tard, le navire va atteindre l'Italie. La peste va se répandre dans l'Europe entière. À Avignon, le pape... Des millions de morts en Italie, en Angleterre, même dans le nord au royaume du Danemark, et aucun remède en vue. La foi, mon fils, la foi seule nous sauvera. Un pèlerinage à Rome, voilà ce qu'il faut. 1 million de pèlerins venus à Rome vont mourir de la peste noire. Ce furent des années terribles. Guerre, famine, épidémie. Et comment soignait-on? Voyez. Tu as de la fièvre? Une saignée.
Mais tout cela va changer. Avec la Renaissance, on va essayer de mieux comprendre l'organisme humain. Léonard de Vinci fait des dessins anatomiques corrects. Vézal publie une œuvre d'anatomie extraordinaire et tente de corriger les erreurs de Galien. Bien sûr, ce sera un tollé général. Et puis il y eut Ambroise Paré, un homme au destin extraordinaire. 12 ventouses, c'est bien compris? Oui, docteur. 12 ventouses. Oh, Ambroise, mon petit frère, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais marmiton à Angers. Je me suis sauvé, je ne veux pas être marmiton, je veux être médecin. Mais c'est impossible, voyons. Tu ne connais ni le grec ni le latin. Alors je veux être barbier chirurgien. Bon, eh bien pour commencer, tu seras aide-soignant. Après, on avisera. Tu vois, quand tu veux vider un abcès, tu incises rapidement, d'un seul coup. Un abcès, tu l'ouvriras, Ambroise. Et tu laisseras écouler le pus, sinon il empoisonnerait l'organisme. Tu es doué, Ambroise. Je t'accorde le diplôme de maître barbier chirurgien. Que vas-tu faire maintenant? Eh bien, je vais m'engager dans l'armée du maréchal Montjean, qui part pour la guerre au Piémont, professeur Courtin. Je pourrai soulager les blessés et acquérir de l'expérience. C'est bien, petit. Bonne chance. Et reviens me voir à ton retour. Tu vois, l'arquebuse, c'est une invention diabolique. Elle fait des blessures terribles. Empoisonnées. Empoisonné. Alors on soigne avec ça de l'huile bouillante. Ça fait très mal. Et on n'a rien trouvé de moins cruel? Non, rien. Merci, l'ami. Alors, on ne peut pas me soigner et je vais mourir comme un rat. Écoute, je vais te soigner, moi, attends. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Ambroise? Il n'y a plus d'huile, alors je prépare une mixture. Mais c'est pas de l'huile bouillante, ça va me soulager? Je l'espère. Allons vite voir les blessés. Ah, ça fait mal, ça brûle. Oui, c'est enflammé. L'huile bouillante. On va s'occuper de toi. Toi, je t'ai soigné avec mon onguent. Ta blessure va mieux? Oh oui, la douleur est passée. Tu vois, il faut toujours vérifier, essayer, comparer. Quoi, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, nous soignons ces hommes d'une manière plus douce et plus efficace. Plus efficace? Il n'y a rien de plus efficace que l'huile bouillante. Elle fait souffrir les soldats inutilement. Ces hommes ont désobéi. J'avais ordonné le traitement des blessures par huile bouillante. Ils ont utilisé des mixtures. Les blessés vont mourir. Ça ne va pas trop mal, capitaine. Demain, je pourrai retourner au combat. Qui est responsable de ça? C'est lui. Oui, capitaine, il n'y avait plus d'huile. Donc, j'ai préparé un onguent de mon invention. Et... Bravo. Comment t'appelles-tu? Ambroise Paré. Eh bien, tu as agi comme il convenait. Ces hommes sont en train de guérir. Je les soigne. Dieu les guérit. Je te nomme barbier chirurgien en chef du régiment. Quand un soldat est amputé, on cautérise la plaie au fer rouge. Ce n'est pas humain. Oui, mais si on ne le fait pas, le blessé perd tout son sang. Le sang s'écoule par des vaisseaux gros comme ça. Il suffirait de les recoudre. Recoudre, vous plaisantez, Ambroise. Non, voyez-vous, je l'ai déjà fait. Quoi? Vous avez osé faire ça à un être humain? Ce chien a eu une patte arrachée par un obus. J'ai nettoyé le moignon et recousu la blessure. Sans la cautériser? Peut-être. Faites un essai. On verra bien. Bravo, docteur. Ma jambe, elle me fait plus du tout mal. Je ne suis pas docteur, mon ami, seulement barbier chirurgien. Eh oui. Vous valez tous les médecins de la Terre, vous, hein? Oui, oui. Eh oui, je marche. Eh oui. J'ai une idée. Bon, lève-toi. Vous croyez que... Maintenant, donne-moi tes béquilles. Vous en êtes sûr?
nom d'une pipette. C'est-il pas vrai, ça? Mais je marche ma parole. Oh, docteur, oh, c'est-il pas un miracle, ça? Un vrai miracle. Je vais montrer ça au copain. Attends un peu, rassieds-toi. J'ai une idée. Eh bien, nom d'une pipette, on va. Ambroise, j'ai entendu des merveilles à ton sujet. Veux-tu revenir chez nous, à l'Hôtel-Dieu? Oui, maître Courtin. J'ai encore beaucoup à apprendre. Paré égala vite les plus grands. Pionnier de la médecine expérimentale, habile chirurgien, il voulait partager avec tous ses connaissances. C'est intolérable, ce barbier. C'est Ambroise Paré, voilà qu'il publie un livre maintenant, et en français pas en latin. N'importe quel manant pourra prétendre connaître notre art. C'est une insulte à notre profession. Gourmelin a raison. C'est vrai. C'est un scandale. Il ose prétendre recoudre les vaisseaux sanguins. Voilà 5 siècles que nous cautérisons avec succès. Il faut agir. Lui faire un procès. Le résultat de toutes ces manigances, Ambroise, le roi Henri vient de te nommer son chirurgien. Tu te rends compte, toi le petit marmiton chirurgien du roi? oui, Ambroise était devenu célèbre et il fit 1000 trouvailles, imagina l'antisepsie avant même que l'on découvre les microbes. Il a été le père d'une médecine moderne. Quelques décennies après la disparition de Paré, un grand médecin, Harvey, va découvrir la circulation du sang. Mais cela ne désarmera d'aucune façon les imbéciles. Oui, messieurs, cette prétendue circulation du sang du sieur Harvey, elle est paradoxale, inutile à la médecine, fausse, impossible, inintelligente, absurde et je dirais même nuisible à la vie de l'homme. Le docte-homme dont vous venez d'entendre la célèbre sentence se nomme Guy Patin. Il n'était rien de moins que le doyen de la faculté de médecine. Et voilà confirmé une fois de plus qu'il n'est guère facile d'être précurseur. Louis Pasteur est un Français né en 1822. C'était un chimiste et un biologiste. Il a consacré sa vie à la prévention des maladies. Il a découvert le principe de la vaccination qu'on utilise encore aujourd'hui. Grâce à lui, des millions de gens ont été sauvés de maladies dangereuses. Nous sommes à Paris en 1857. Pasteur est professeur de sciences à l'école normale supérieure et c'est là qu'il poursuit ses recherches. C'est dans cette petite pièce qu'il installa son laboratoire de chimie. Petite pièce peut-être, mais il y fit de grandes découvertes au sujet des microbes qui flottent dans l'air et qui sont responsables de centaines de maladies contagieuses. Ils n'apparaissent pas comme ça spontanément. Ils doivent bien venir de quelque part. En ce temps-là, la plupart des savants pensaient que les microbes naissaient spontanément. Mais Pasteur, lui, ne croyait pas à la théorie de la génération spontanée. Alors, Pasteur, vous pensez vraiment qu'il existe des micro-organismes qui flottent dans l'air? Exact. Pourquoi? Je crois que vos recherches sont une perte de temps. Elles ne conduiront à aucune utilisation pratique. Je suis sûr que cette recherche est capitale. La connaissance de ces phénomènes fera grandement avancer la médecine. Pourquoi n'êtes-vous pas raisonnable? Vous êtes un brillant scientifique et il y a bien d'autres sujets d'études et plus intéressants. Non, ma décision est prise. Pasteur, réfléchissez-y. Quel homme obstiné. En 1860, Pasteur s'installa dans un laboratoire plus grand et mieux équipé. Et Pasteur fut le premier savant à prouver que les microbes étaient présents dans l'air. Les microbes sont des êtres vivants qu'on ne peut voir qu'au microscope. Ce sont les micro-organismes tels que les bactéries, les virus, les moisissures, etc. Ils sont vivants et se multiplient. Est-ce que je peux voir, monsieur Pasteur? Vous avez raison, ils sont vivants. Mais comment font-ils? En fait, ils flottent dans l'air. Lorsqu'ils tombent dans le bouillon de culture, ils se multiplient. Absurde! La cause de la pourriture est que les micro-organismes apparaissent spontanément à l'intérieur des choses. La génération spontanée est ce que l'on appelle le processus de putréfaction. Les théories de Pasteur sont de pures idioties. Jusqu'au XVIIe siècle, personne n'avait jamais vu un microbe. Et les gens ne changent pas facilement d'avis. Oh! Jusqu'au XIXe siècle, peu de gens gravement malades avaient une chance de sortir vivants de l'hôpital. Et après une opération, les risques d'infection étaient très grands.
Pendant la révolution industrielle en Angleterre, il y eut de nombreuses épidémies. Les gens travaillaient 12 heures par jour dans des usines mal aérées. Ils habitaient dans des logements insalubres. Dans cet environnement, les maladies se propageaient rapidement. Riches et pauvres, jeunes et vieux étaient victimes de la typhoïde, du choléra, de la dysenterie et la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. La vie était insupportable et la mort était tellement courante que personne ne se souciait d'en trouver les véritables causes. À Londres, en 1847, une épidémie de grippe toucha un quart de la population et environ 5000 personnes en moururent. Personne, pas même les médecins, ne pouvait y faire quoi que ce soit. Les malheureux affamés se nourrissaient d'ordures. Ils ne se doutaient pas que des microbes dangereux se trouvaient dans chaque bouchée qu'ils avalaient. Le bétail attirait les mouches par millions. Et les mouches transportaient et propageaient les microbes. Elles se multipliaient, pondaient des œufs, qui en devenant larves reproduisaient le cycle à l'infini. Malheur! Personne ne voulait croire Pasteur tant qu'il n'avait pas fait la preuve de ses théories. Il était convaincu que les microbes dans l'air étaient à l'origine de la putréfaction. Mais il fallait qu'il le démontre. Dans l'expérience que vous venez de voir, j'ai tué tous les microbes en faisant bouillir la solution. Puis j'ai fermé le ballon, de sorte qu'aucun autre microbe ne puisse y pénétrer. Et la solution reste pure. Et la voilà la preuve. Ainsi, M. Pasteur avait définitivement démontré que les microbes sont dans l'air. Cette découverte fut unanimement saluée et Pasteur fut élu membre de l'Académie des sciences. Pasteur continuait intensivement ses recherches sur les microbes, persuadé qu'ils étaient la cause de nombreuses maladies. Comme nous le savons maintenant, ce que Pasteur pressentait était juste. En Angleterre, ses travaux furent remarqués. Regardez, gentlemen, je viens de recevoir un autre rapport fascinant de Louis Pasteur. Le chirurgien Lister cherchait depuis longtemps les raisons de la mort de tant de patients lors des opérations. En ce temps-là, 45% des personnes que l'on opérait mouraient. Elles contractaient des fièvres, des infections et mouraient de gangrène et de septicémie. Des infections causées par des microbes, hein? Intéressant. Yes, avant d'opérer, ne faudrait-il pas trouver un moyen d'éliminer les microbes de la salle d'opération? J'ai pu constater qu'il n'y a pas d'infection lorsque les lésions sont internes. Mais si une plaie est ouverte, l'infection s'installe presque immédiatement. C'est vrai. Alors? Je pense qu'il est raisonnable de croire que les microbes de l'air contaminent la plaie et l'infectent. Je pense que c'est tout à fait plausible. Il y a beaucoup de travail devant nous, gentlemen. Pendant ce temps-là, Pasteur était chez lui à Arbois, en France. Faire du vin était l'une des principales activités de la région. Les vignerons lui demandèrent de trouver un moyen d'éviter que le vin ne devienne du vinaigre. Parmi les nombreuses méthodes qu'il testa, chauffer le vin s'avéra la plus efficace. Mais comment ne pas dénaturer le vin? Cela va poser un problème. Il me faut trouver la bonne température, assez forte pour tuer les ferments qui rendent le vin aigre, sans détruire ceux nécessaires à son vieillissement. La levure de vin est encore vivante. J'ai trouvé la solution. Il suffit de chauffer le vin, puis de le refroidir brutalement. Oh oui, formidable! Chauffer à une température de 50-60 degrés tuera les mauvais ferments, sans dénaturer la levure. C'est une température moyenne, mais suffisante pour cela. Faites attention, il est primordial que vous nettoyiez soigneusement votre matériel et les tonneaux dans lesquels vous faites le vin. Regardez, il y a une lettre du docteur Lister d'Angleterre. Ah oui, le chirurgien. Il a découvert une nouvelle méthode pour tuer les microbes basée sur mes travaux. C'est très gratifiant. La méthode que Lister développa pour désinfecter les instruments chirurgicaux consistait à les plonger dans une solution de phénol. Le chirurgien désinfectait ses mains de la même manière. Lister inventa également un atomiseur de phénol. Il vaporisait cette solution dans les salles d'opération. Mais curieusement, la plupart des médecins ne croyaient pas en la méthode de désinfection inventée par Lister. Avant toute opération, passez votre instrument chirurgical sur une flamme. Comme cela, vous détruirez les microbes qui s'y trouvent. Si vous prenez ces simples précautions, vous sauverez la vie de nombreux patients qui, sans cela, mourraient. Pasteur lui-même eut une hémorragie cérébrale qui lui paralysa le bras et la jambe gauche. Quelle terrible souffrance pour un seul homme.
Mais malgré cela, il poursuivit sans répit ses recherches contre la maladie. Je pense que je suis près du but. Il étudie le microbe qui est responsable du choléra chez les poules. J'ai retrouvé cette culture au fond de mon laboratoire et les microbes semblent encore vivants. Que se passerait-il si vous l'injectiez quand même à une poule? Elle attrapera probablement le choléra et mourra. Mais après quelques jours... Hé! Encore vivante! Incroyable, les poules atteintes du choléra meurent obligatoirement. Ne pensez-vous pas que des microbes vieux de plusieurs semaines pourraient être affaiblis? Continuons l'expérience. Je lui injecte le microbe virulent, ainsi qu'à une poule qui n'a jamais eu d'injection. Celle qui n'a jamais eu d'injection meurt. Celle qui a eu les 2 injections est toujours vivante. Mais qu'est-ce que cela veut dire, monsieur Pasteur? Cela signifie que la poule à qui on avait déjà injecté le microbe a développé une résistance. Lorsqu'on leur a injecté à toutes 2 le microbe virulent, la première n'est pas tombée malade. Après plus de 4 ans d'expérimentation, Pasteur réussit à trouver des vaccins contre le charbon du mouton et le rouget du porc. Cela fit faire un pas géant à la recherche médicale. La vaccination, voilà le remède. Recevoir une injection d'un microbe affaibli, tant qu'on est en bonne santé, vous empêche d'attraper la maladie. C'est aussi simple. La vaccination permet au corps de développer une résistance à la maladie. Voici un chien enragé. Il souffre de l'un des maux les plus terribles que l'on connaisse, la rage. Quelqu'un mordu par un chien qui a la rage sera malade dans les 2 semaines et ensuite, quand le virus atteindra son cerveau, il mourra. Je ne vois pas le microbe de la rage dans la salive que j'ai prélevée sur ce chien enragé. Intrigué par cela, Pasteur prit alors des échantillons de sang de ce chien et les examina au microscope. Mais il n'y vit rien de particulier. Très bizarre. Voyons, nous savons que la rage est une maladie du système nerveux. Peut-être dans le cerveau. Mais il ne put rien trouver non plus dans le cerveau du chien mort. C'est tout à fait normal. Le virus de la rage ne pouvait être vu avec les microscopes de l'époque. Il fallut attendre l'invention du microscope électronique. Si Pasteur avait eu un de ces microscopes, il aurait trouvé ce qu'il cherchait. Mais il ne fut mis au point qu'au siècle suivant. Pour affaiblir le microbe, il fit sécher un bout de moelle épinière dans un pain mort de la rage. Avec ces extraits de moelle épinière desséchés, il fit ses premières vaccinations. On approchait du but. Pasteur allait procéder avec les chiens comme il l'avait fait avec les poules. Messieurs, le jour est venu. Je vais tester l'efficacité de mon vaccin. Pasteur injecta le virus de la rage à des chiens vaccinés et à d'autres qui ne l'étaient pas. Ensuite, il fallut attendre 2 semaines pour que le virus agisse. Les chiens vaccinés restèrent en bonne santé. Les autres moururent de la rage. L'expérience de Pasteur fut un succès. Pasteur fit un dernier test avec le vaccin. Il mit en contact des chiens vaccinés avec des chiens atteints de la rage. Le chien enragé attaqua directement. Mais le chien immunisé ne contracta pas la rage. L'expérience était concluante. Bravo! Étonnant, je n'aurais jamais cru une chose pareille. Tout le monde reconnut le grand progrès qui venait d'être accompli. Pasteur ne voulait pas en rester là. Il lui fallait maintenant appliquer ses découvertes à l'homme. Un garçon de 9 ans, Joseph Meister, avait été mordu par un chien enragé. Sa mère désespérée était venue chez Pasteur chercher de l'aide. S'il vous plaît, sauvez-le. J'ai entendu dire que vous aviez découvert un traitement contre la rage. Madame, je ne l'ai jamais testé sur l'homme. Vous devez nous aider. Vous êtes notre seule chance. Sans traitement, il mourra certainement. Je sais. Pauvre garçon, Pasteur n'avait jamais appliqué son traitement sur l'homme et il hésitait à tenter l'expérience. Vous ne pouvez pas le voir ainsi, laissez mourir, monsieur Pasteur. Même si le traitement est dangereux, ça lui donne au moins une chance de survivre. Je vous en supplie, monsieur Pasteur. Que faire? Pasteur, si ce garçon ne reçoit aucun soin, vous savez dans quelles atroces souffrances il va mourir, le pauvre. Tu as raison, Hardy. Entendu, je prends le risque. Oh, merci. Pasteur décida d'administrer le traitement par étapes. Il fit une série de 12 injections. À chaque nouvelle injection, le virus employé était un peu plus virulent. Après quoi, la seule chose à faire fut d'attendre et d'espérer.
monsieur Pasteur. Vous vous sentez mieux, Joseph? Je me sens bien. N'est-ce pas un succès? C'est un succès total. Le traitement a agi et Joseph ne doit plus avoir peur d'attraper la rage. Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez sauvé la vie, monsieur Pasteur. Merci, merci. Fais attention à toi, Joseph. Et merci au ciel de m'avoir permis de réaliser mon rêve. En signe de reconnaissance pour lui avoir sauvé la vie, Joseph Meister, devenu adulte, travailla comme gardien à l'Institut Pasteur. En 1914, la Première Guerre mondiale faisait rage. Partout en Europe, les hommes se battaient. Du front, on transportait les blessés dans des hôpitaux militaires plus ou moins bien équipés, où on les soignait comme on pouvait. À l'hôpital de Boulogne, les médecins se dévouaient pour soulager les nombreux blessés. Hé! Voici le docteur Alexander Fleming. Il faisait partie de ces médecins. Je crains que ce ne soit très grave. Docteur, un obus a explosé près de notre camarade, qui a été touché. Oh, c'est grave. Il a reçu des éclats et il est mal en point. Je ferai tout ce que je pourrai, mais la blessure est profonde. Elle s'est infectée. Quoi? Déjà? Des microbes se sont glissés dans la blessure. Ils infectent la plaie et à cet endroit, la chair commence à se décomposer. Il est impossible d'assurer un minimum d'hygiène sur le front. Voilà pourquoi tant d'hommes meurent d'infection. Docteur, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arrêter l'infection? N'existe-t-il pas un médicament qui puisse tuer les microbes et sauver notre ami? Je vais essayer un antiseptique. Passez-moi le phénol. Voilà le flacon de phénol. Le phénol n'y peut rien. L'infection est beaucoup trop avancée. Si on avait pu couper la jambe infectée à temps, on aurait peut-être pu le sauver. Mais la plupart des blessés qui arrivaient à l'hôpital de Boulogne étaient trop gravement atteints. Pour eux, il était déjà trop tard. Le phénol devrait tuer les microbes sur la plaie, non? C'est ce qui devrait se passer en tout cas. Et pourtant, ça n'empêche pas le mal d'empirer. Je dois étudier ça de plus près. Regardez. J'ai fait un prélèvement sur la plaie du blessé. Ces petits bâtonnets sont des microbes. Ce sont eux qui sont à l'origine du mal. Et cette petite chose blanche avec du duvet? C'est un globule blanc. Il vit dans le sang et dévore le microbe qui a réussi à pénétrer dans le corps et nous protège. Mais lorsqu'il y a trop de microbes, les globules blancs ne peuvent plus lutter et jouer le rôle de défenseur de l'organisme. Maintenant, je comprends ce qu'il se passe. Le phénol élimine les microbes, mais il détruit les globules blancs en même temps. Et en plus, il n'agit que de l'extérieur. Je sais. Ce qu'il faudrait, c'est trouver un médicament qui poursuivrait les microbes dans l'organisme et les éliminerait. Après la guerre, Fleming continua ses recherches dans l'espoir de mettre au point ce fameux médicament. Un laboratoire, ça? Pas bien grand. Et puis pas vraiment moderne. Je ne peux pas trop en demander, et puis il me suffit amplement pour faire mes recherches. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des cultures de microbes. Oh, encore des moisissures. À la poubelle. Une seconde. Voyons cela. Il n'y a plus de microbes autour de la moisissure. Il se pourrait bien que nous tenions enfin la solution. Vous parlez de la moisissure? C'est impossible. Fleming, au cours de ses recherches, ne devait rien négliger. C'est bien ce que je pensais. Cette moisissure a le pouvoir de détruire les microbes. Que s'était-il passé exactement ce jour-là dans le laboratoire du docteur Fleming? D'habitude, les récipients utilisés pour les cultures microbiennes sont munis d'un couvercle. Mais il arrive qu'on le retire pour voir ce qu'il s'y passe. Ou pour faire une expérience. Bien qu'on ne puisse pas les voir à l'œil nu, le monde microscopique est peuplé de microbes et de poussière. Une moisissure tomba dans le récipient de culture et elle commença à proliférer. Il y a 650 espèces différentes de moisissures, mais quelques-unes seulement peuvent détruire les microbes. L'une d'elles s'appelle Penicillium, et le hasard a fait que c'est elle qui tomba dans le récipient du docteur Fleming. Et cette moisissure, on peut en faire la culture dans un bouillon. C'est ce qu'on appelle un bouillon de culture.
Même si on dilue 600 fois le bouillon de culture, il reste efficace et peut détruire les microbes. Donc Fleming fit une expérience en injectant le bouillon de culture sur un rat en bonne santé. Il n'eut aucun effet négatif. Bravo! C'est un résultat formidable. Bravo, docteur Fleming. C'est la première fois que l'on isole cette moisissure. Oui. Ceci est une lettre de Tom. C'est un grand chercheur américain, expert en moisissures. Et il dit que je m'appelle Pénicillium. Pénicillium, en voilà un nom compliqué. Attends voir. Dans ce cas, j'appellerais le médicament pénicilline en référence au nom de cette moisissure-là. La pénicilline a le pouvoir d'empêcher les microbes de se développer et elle les tue. Et c'est ainsi que j'ai pu vérifier son efficacité. Que pensez-vous de cette découverte? C'est formidable, mais... Mais il est impossible d'utiliser la pénicilline de façon courante. Pourquoi? Vous pensez vraiment qu'il serait possible de cultiver de grandes quantités de moisissures? Ça ne pourrait marcher que si l'on parvenait à mettre au point une pénicilline pure, un vrai médicament. C'est la seule solution. Je comprends. Il fallait maintenant que Fleming arrive à mettre au point une pénicilline vraiment pure, qui puisse être produite en grande quantité. Il ne fut pas donné à Fleming lui-même d'exploiter industriellement sa découverte. Ce n'est que 12 ans plus tard qu'on entendit cette conversation dans un bureau de l'université d'Oxford en Angleterre. Docteur Fleuret, vous avez lu cet article? Oui, c'est un article de Fleming sur la pénicilline publié il y a 12 ans. Fleming n'a donc jamais réussi à produire la pénicilline en quantité suffisante. Mais si nous y parvenions, nous pourrions certainement produire un médicament d'une très grande importance. Vous avez tout à fait raison, Chain. Mettons-nous au travail, il faudra de la patience, mais nous réussirons. Je l'espère. Et c'est ainsi que le professeur Chain, spécialiste de pathologie, et le professeur Fleuret, biochimiste, se mirent au travail et continuèrent l'étude de la pénicilline. Ce n'était pas une tâche facile, loin de là, mais ils réussirent à produire des extraits de pénicilline très concentrés et à prouver de façon irréfutable son action antibactérienne. En 1941, à l'hôpital d'Oxford. Chain et Fleuret, pour la première fois, firent une injection de pénicilline à un malade. Les médecins étaient très pessimistes. Ils étaient persuadés que le patient ne survivrait pas. Messieurs! Oui, que se passe-t-il? Le malade, celui qui a reçu l'injection de pénicilline. Eh bien... Mon Dieu! Merci infiniment, docteur. On m'avait dit qu'il ne pourrait pas guérir, mais vous avez réussi à le sauver. C'est miraculeux. Merci, docteur. Je reviens de loin. Continuons le traitement. Oui, docteur Fleuret, je veux bien, mais je crains qu'il ne reste pas assez de pénicilline. Oui, la formidable efficacité de la pénicilline était prouvée. Mais, malheureusement, les médecins ne disposèrent pas d'une quantité suffisante de médicaments et ne purent poursuivre le traitement. Le malade mourut. La Seconde Guerre mondiale éclata. Pour pouvoir continuer tranquillement ses travaux, Fleuret partit pour les États-Unis encore en dehors du conflit et emporta le résultat de ses recherches. C'est ainsi que l'étude de la pénicilline continua en Amérique. Vous aimez tant que ça le moisi? Dans notre labo, nous essayons de trouver une variété de pénicillium qui soit la plus efficace et de la produire en grande quantité. Au matin du 5 août 1942, Fleuret, qui était rentré à Oxford, reçut un appel téléphonique. Oui, c'est lui-même. Oui, docteur Fleming? Ce n'était pas une bonne nouvelle. Un ami du docteur Fleming souffrant de méningite était en train de mourir. La méningite est une maladie très grave, où les microbes attaquent le système nerveux et menacent la vie du malade. Fleuret, appelé en hâte par Fleming, réunit toute la pénicilline qu'il avait dans son laboratoire et partit pour Londres. Et voilà comment la pénicilline retourna vers celui qui l'avait découverte. Merci, mon cher Fleuret. C'est gentil d'être venu. Fleming injecte directement la pénicilline dans la moelle épinière. Le traitement aurait pu le tuer. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est le seul moyen qui restait à ma disposition.
Et une semaine plus tard... Docteur Fleming! Ah, mais voyons, vous ne devriez pas vous agiter comme ça. Mais je vais très bien, docteur. Il fait si beau, je ne pensais pas pouvoir revoir ce monde. Comment vous remercier, docteur Fleming? Vous m'avez sauvé la vie. Il n'y a pas que moi à remercier. Je n'étais pas tout seul. Il y a aussi le docteur Floret et tous ceux qui ont travaillé pour mettre au point la pénicilline. À partir de ce moment, les effets bénéfiques de la pénicilline furent reconnus. D'autres recherches permirent bientôt de la produire en grande quantité. Et ainsi, la vie de millions d'hommes put être sauvée. Avant la découverte de la pénicilline, la moindre infection d'une plaie risquait d'attaquer tout l'organisme et souvent d'entraîner la mort. À partir d'un simple rhume, ce petit garçon attrapait une pneumonie. Sans l'aide de la pénicilline, il n'aurait pas pu être sauvé. Pour avoir fait une découverte capitale dans l'histoire de la médecine, Fleming, Floret et Chain reçurent le prix Nobel de médecine en 1945.